Bienvenue. Vous écoutez le podcast des étudiants en M2 de l'IGS-RH, qui s'intitule Dessine-moi le job de tes rêves. Fort de nos expériences professionnelles et des multiples secteurs d'activité dans lesquels nous avons évolué, nous avons brainstormé sur ce que la jeune génération, notre génération, a comme conviction, et comment les transposer dans les entreprises. Dans ce podcast, nous vous dévoilerons les secrets pour constituer une équipe épanouie, optimiser la performance de l'entreprise et pour finir, élever les standards que les entreprises pourraient avoir envers les collaborateurs. Nous évoquerons la culture d'entreprise, l'organisation du travail, l'environnement de travail, le management et les évolutions professionnelles qui vous permettront d'être attractifs auprès des futurs talents. 77%, c'est le taux de collaborateurs qui prendrait en compte la culture d'une entreprise avant de postuler. Par ailleurs, la moitié d'entre eux affirment qu'elle a un impact plus important que le salaire sur la satisfaction au travail. Selon vous, quelles sont les clés pour façonner une culture d'entreprise positive ? Il semblerait que pour les jeunes diplômés, l'engagement, la transparence et les avantages seraient des leviers non négligeables pour s'épanouir dans un job idéal. On commence alors par notre premier sujet, les impacts de l'engagement des entreprises sur leur culture. Une question se pose. Comment l'engagement des entreprises impacte leur culture ? RSE, valeurs, parité ou encore marque employeur. J'ai pu remarquer que beaucoup d'acteurs évoquent l'idée d'engagement dans le monde professionnel. Je me permets donc de vous rappeler ce qu'est l'engagement. C'est une notion qui relève d'un sentiment d'attachement assez fort à une organisation ou à une personne. Selon Meyer et Allen, l'engagement est une force qui lie une personne à une cible et privilégie la cible organisationnelle. Cela signifie que si on arrive dans une entreprise qui ne propose rien en termes de RSE, de parité, de valeur par exemple, la volonté de partir est forte. Selon vos différentes expériences, comment avez-vous perçu l'engagement de vos entreprises et quels étaient ses impacts sur la culture ? Je te laisse commencer, Mialika. Donc, merci Grégoire. Donc, pour ma part, si l'entreprise dans laquelle je travaille mène des actions concrètes, si elle fait effectivement ce qu'elle dit et ce qu'elle annonce, cela donne envie de m'investir à mon tour, de mettre à profit mes compétences et mon temps pour l'entreprise et mes collègues. Et finalement, c'est comme ça que la culture d'entreprise prend racine à mon sens. Ça passe également par l'engagement des employés et leur implication. Il faut que l'entreprise puisse s'aligner sur mes valeurs et vice-versa. Je suis plutôt d'accord en effet, mais comment dissocier la fiction de la réalité ? Il y a différents moyens de mesurer et de discerner si l'entreprise porte vraiment nos valeurs, parce qu'il est vrai qu'il est compliqué de savoir à l'avance cela. Nos générations ont la chance d'évoluer dans l'ère numérique et ont pu donc davantage développer un réseau personnel et professionnel rapidement et surtout diversifié. C'est notamment grâce à ces réseaux que nous pouvons en amont déjà mesurer ces indicateurs de valeur. Parler avec nos proches, nos collègues, des formateurs ou même les sites qui y sont dédiés. Se renseigner sur les différents réseaux sociaux, fouiller le site internet de l'entreprise. Cela peut se vérifier, se ressentir dès le processus d'entretien. Comment il se déroule, comment le recruteur interagit avec nous. Ces différents canaux nous permettront en amont d'identifier si l'entreprise à laquelle on veut postuler ou même dans laquelle on vient d'arriver porte réellement nos valeurs. Merci pour vos réponses. On peut donc voir et comprendre que l'engagement des entreprises permet aussi de développer l'engagement des collaborateurs dans un premier temps et dans un second temps de fidéliser et attirer des talents. On va à présent parler de la transparence de l'information. C'est un autre élément qui permet de renforcer la culture et qui semble être important pour notre génération. La question est donc la suivante. En quoi la transparence de l'information peut solidifier la culture d'entreprise ? Candice. Tout d'abord, le simple fait d'avoir l'impression d'être dans un environnement où on obtient des informations sur l'état réel des choses renforce la confiance. Enfin, ceci donne également l'impression d'une certaine justesse et reconnaissance dans la mesure où il existe souvent un certain déséquilibre de l'information entre les parties prenantes. La reconnaissance renforce l'engagement. Après, il faudrait que ce soit des informations parlantes et accessibles à tous, peut-être même adossées à des benchmarks. Donner des informations sur les chiffres de l'entreprise, c'est bien, leur donner du sens, c'est encore mieux. Pour aller plus loin, on pourrait se demander comment faire pour que ces données aient un intérêt individuel. Quel est l'impact de ces chiffres sur l'individu ? En travaillant sur ces points, ceci rendrait la transparence de l'information comme un réel levier dans l'engagement et le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Ceci pourrait même devenir un élément de différenciation.
J'aimerais aussi ajouter également qu'elle favorise la confiance et l'engagement des employés via la motivation. Mais comment faire en sorte que cette notion de transparence soit bien utilisée? La transparence certes, mais dans quel but? Si on parle de la transparence au niveau financier, il faut pouvoir faire en sorte que les chiffres communiqués servent de levier de motivation pour les collaborateurs et non de moyen de pression. Si on se sert de la transparence, si on se sert de la transparence de l'information comme levier de motivation, ça permettra de mieux appréhender et gérer les changements et donc de valoriser un environnement où la responsabilité collective est censée être un pilier dans une entreprise. La transparence contribue clairement à une culture d'entreprise saine et dynamique. Selon moi, la transparence de l'information constitue un pilier essentiel pour solidifier la culture de l'entreprise. En effet, en partageant ouvertement les objectifs, les résultats et les décisions, les employés se sentent impliqués et informés. Ça renforce la confiance, favorise la collaboration et encourage les responsabilités individuelles. Ce sont des éléments clés d'une culture d'entreprise forte. La transparence élimine les barrières communicationnelles, créant ainsi un environnement propice à la compréhension mutuelle et à l'alignement des valeurs. C'est pourquoi il est important d'encadrer la communication en adaptant le canal afin que les informations soient partagées par des personnes maîtrisant le sujet, comme les chefs de projet ou les experts, et qu'elles aient un sens pour l'ensemble des collaborateurs en traduisant la stratégie en opérationnel. On voit donc que par vos échanges, l'information est aussi vecteur de création de confiance entre les membres d'une société. Merci à vous tous d'avoir exprimé vos avis sur ce sujet de la transparence de l'information. Maintenant, je souhaiterais connaître votre point de vue sur les avantages. Pourquoi les avantages et comment ils participent à la culture d'entreprise? 50% de prise en charge du titre de transport. Ce n'est pas un avantage. Les offres d'emploi les présentent souvent comme il s'agit simplement d'une obligation légale. Tout à fait, Grégoire. Selon moi, les avantages devraient être considérés comme des éléments de différenciation aujourd'hui. Nous n'avons pas les mêmes attentes classiques que les autres générations, quand bien même c'est une bonne base. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'on vous choisisse, vous, et pas une autre? Il serait intéressant de miser sur d'autres types d'avantages, autres que la rémunération directe. Le fait de travailler dans une entreprise et d'avoir des avantages inhérents à celle-ci renforce également la marque employeur, dans la mesure où nous en parlerons toujours autour de nous. Qui sont les réels ambassadeurs d'une marque? Ses salariés. Les ventes privées, les produits à découvrir en avant-première, l'aide à la mobilité douce, une carte de crédit, l'entreprise comme garant du logement, service de crèche, etc. Il y a tant d'exemples. Selon le secteur d'activité, ça devient un avantage concurrentiel en termes de recrutement. De plus, ça renforce le sentiment d'appartenance. Donc, pensez-y. Les avantages offerts aux employés sont essentiels pour le développement de la culture d'entreprise. Cela permet de renforcer l'engagement des collaborateurs, d'améliorer l'attractivité de l'entreprise pour attirer des talents, de stimuler la motivation et la productivité, de favoriser l'équité et la justice organisationnelle, de soutenir la conciliation travail-vie personnelle, de renforcer la fierté d'appartenance et de réduire le stress financier pour certains. Car comme l'a dit Candice, les générations arrivant sur le marché ne s'intéressent pas qu'à la rémunération directe. Une stratégie d'avantage non pas que financier, mais aussi en nature, qui est bien conçue, contribue à renforcer la cohésion interne, attire des talents, crée un environnement de travail positif et permet à l'entreprise d'être compétitive. Merci beaucoup. À travers ces échanges, on a pu aborder l'importance de la culture d'entreprise de nos jours, selon 3 critères: l'engagement, la transparence et les avantages. Si nous devions dessiner le job de nos rêves, il remplirait ces 3 critères. Maintenant que nous avons échangé sur l'impact de la culture d'entreprise, nous mettrons en avant l'intérêt porté par la nouvelle génération sur la façon dont les entreprises s'organisent. S'inspirant des mots sages de Confucius, trouver l'équilibre parfait est la clé de toute vie réussie. Notre exploration débute ici, à la recherche d'un équilibre parfait. Dans cette ère où l'équilibre travail-vie personnelle résonne fortement chez les nouvelles générations, nous explorons ensemble quelques clés essentielles de l'épanouissement au travail. Bienvenue dans cette quête passionnante vers l'équilibre professionnel optimal. Bonjour, nous sommes ravis d'être ici pour discuter de ce sujet passionnant. Comment envisagez-vous un emploi idéal qui combine un lieu de travail inspirant, des opportunités de télétravail bien organisées et une flexibilité permettant d'équilibrer efficacement votre vie personnelle et professionnelle?
Cela serait un mélange harmonieux, une entreprise pouvant être à proximité des transports en commun afin de favoriser ma mobilité et réduire mon empreinte carbone, n'ayant pas l'obligation d'utiliser ma voiture. Pour moi, ne pas dépendre des transports en commun afin de gagner en liberté et en indépendance. Bien que l'idée d'une entreprise à proximité des transports en commun soit séduisante, pour beaucoup, je trouve que la liberté de choisir mon mode de transport est essentielle. Il est certain que le choix de l'endroit où le collaborateur se sent le plus productif et concentré pour accomplir ses tâches, qu'il soit chez lui, dans un café ou au bureau, il aura la liberté de travailler là où il se sent le mieux. Cela contribue vraiment à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Parlons un peu de télétravail. Comment gérez-vous cette transition vers un environnement plus flexible ? Un aménagement de mon domicile favorisant la concentration et le bien-être est essentiel. Un coin bureau ergonomique et lumineux, avec des outils technologiques de pointe pour une collaboration efficace à distance est un investissement nécessaire pour moi. Cela permet de créer un environnement propice à la productivité, même en travaillant depuis chez soi. De plus, le télétravail offre une opportunité de réduire les déplacements domicile-travail, contribuant ainsi à la réduction du stress. Bien sûr, mes journées étaient souvent stressantes à cause des trajets dans le cadre de la mobilité pendulaire. Mais depuis que j'ai la possibilité de travailler à distance ou au bureau, selon mes besoins, ma vie a vraiment changé. Je peux organiser mon emploi du temps de manière beaucoup plus efficace, éviter les embouteillages et passer plus de temps avec ma famille. Pensez-vous que les bureaux traditionnels deviennent obsolètes ? Pas nécessairement. La plupart des entreprises conservent leurs bureaux, mais les utilisent de manière plus flexible. L'idée est de permettre à chacun de trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. Cette approche hybride favorise la collaboration. En outre, la flexibilité dans le choix du lieu de travail peut favoriser la diversité et l'inclusion et permet à un plus large éventail de talents de rejoindre l'entreprise indépendamment de leur situation géographique. Avec les avancées technologiques et les changements dans les attentes des employés, de plus en plus d'entreprises adoptent des politiques de travail flexibles. Cela devient un élément clé pour attirer et retenir les talents dans un marché du travail de plus en plus compétitif. Maintenant que nous avons exploré l'idée d'un emploi idéal avec un lieu de travail inspirant, du télétravail organisé et de la flexibilité, passons à un autre aspect important de notre vie professionnelle, le temps de travail. Abordons donc le deuxième volet de notre discussion où nous parlerons des horaires flexibles, de la durée de la semaine de travail et de l'organisation des entreprises. Que pensez-vous ? Horaire fixe ou flexible ? Je pense que les horaires flexibles offrent aux employés une liberté précieuse pour organiser leur journée de travail en fonction de leurs besoins personnels. Cela favorise une plus grande satisfaction au travail et une meilleure productivité. En effet, des horaires flexibles adaptés à mon rythme, mes envies et à mes besoins me procurent une certaine liberté et un pouvoir décisionnel important dans mon travail. Selon moi, les horaires flexibles peuvent créer une confusion et un manque de structure dans l'organisation. Je pense qu'avoir des horaires fixes offre une certaine structure et prévisibilité à ma journée, ce qui facilite la planification de mes activités personnelles en dehors de mon temps de travail. Que pensez-vous d'une semaine de travail plus courte ? Je suis totalement pour une semaine de travail plus courte. Cela permet aux employés de mieux se reposer et de recharger leur batterie. Cela peut également contribuer à réduire le stress et l'épuisement professionnel, ce qui favorise une meilleure santé mentale et physique des employés. Contrairement à vous, je pense qu'une semaine de travail plus courte signifie moins de temps pour accomplir les tâches nécessaires, ce qui pourrait entraîner une charge de travail plus lourde pour terminer leur projet à temps. Je suis convaincue que la semaine de travail de 4 jours pourrait apporter de nombreux avantages. En réduisant le nombre de jours travaillés, les employés pourraient bénéficier de périodes de repos plus longues, favorisant ainsi une récupération et leur engagement au travail. Une semaine de travail de 4 jours pourrait entraîner une charge de travail plus intense pendant les jours de travailler, ce qui pourrait accroître le stress et la pression sur les employés. De plus, cela pourrait poser des défis logistiques pour certaines entreprises, notamment en termes de gestion des horaires et de coordination des équipes. Peut-être une semaine de 4 jours et demi pourrait être plus appropriée ? Totalement. Je pense que la semaine de 4 jours et demi pourrait être une solution intéressante. Elle permet aux employés de bénéficier d'une demi-journée off tout en maintenant une certaine régularité dans leur emploi du temps. Cela pourrait favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle tout en conservant une structure de vie de travail stable pour les entreprises. Arrêtons de croire qu'il est impossible de trouver la balance parfaite entre sa vie pro et perso. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Il est crucial de reconnaître que ces deux aspects de notre vie peuvent parfois se chevaucher. Par exemple, même si notre travail peut parfois impliquer des interactions sociales, il demeure avant tout une activité rémunérée et une contribution à la société. Tandis que notre vie personnelle englobe nos relations familiales, nos loisirs et nos passions individuelles. Concernant les déplacements, je partage totalement cette préoccupation. Les trajets longs et stressants peuvent réellement impacter notre bien-être et notre équilibre global. Comme nous l'avons évoqué, la mise en place de politiques de télétravail ou la flexibilité des horaires peuvent permettre aux employés d'éviter les heures de pointe et de réduire ainsi le temps passé dans les transports, laissant ainsi plus de temps pour les activités personnelles et familiales. Je suis totalement en phase avec l'importance du droit à la déconnexion dans notre société moderne. Définir les limites claires entre notre temps de travail et notre temps personnel est essentiel pour maintenir notre santé mentale et émotionnelle. Par exemple,
Éteindre les notifications professionnelles en dehors des heures de travail peut permettre de se détacher réellement du travail et de se consacrer pleinement à ses activités personnelles. Je suis convaincu que l'autonomie au travail est un élément clé pour concilier nos vies personnelles et professionnelles. Donner aux individus le contrôle sur leur emploi du temps et leur méthode de travail peut réellement réduire le stress et favoriser une meilleure harmonie entre ces deux sphères de notre vie. Par exemple, permettre aux employés de planifier leur journée de télétravail en fonction de leurs obligations personnelles, comme les rendez-vous médicaux ou les activités familiales, peut renforcer leur sentiment de contrôle et de satisfaction au travail. De plus en plus d'entreprises cherchent à instaurer ces moments de partage en dehors du cadre traditionnel du travail. Ces initiatives peuvent prendre différentes formes, telles que des déjeuners d'équipe, des activités de team building. Pour certains employés, ces occasions peuvent renforcer les liens au sein de l'équipe et créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Cependant, pour d'autres, ces activités extra-professionnelles peuvent être perçues comme une intrusion dans leur vie personnelle. Il est donc crucial pour les entreprises de trouver un juste équilibre entre encourager la camaraderie et respecter la vie privée de leurs employés. Eh bien, c'était vraiment une discussion passionnante sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Absolument, nous avons abordé plusieurs points essentiels pour trouver cet équilibre tant recherché dans nos vies. Tout d'abord, en ce qui concerne la localisation, il est clair que le lieu de travail a un impact significatif sur notre capacité à concilier nos vies. Le télétravail et la flexibilité sont des outils précieux qui permettent aux employés de mieux gérer leurs responsabilités professionnelles. Exactement. Ensuite, en parlant du travail, nous avons souligné l'importance des horaires flexibles, notamment en permettant aux employés de gérer leur semaine de travail de manière plus autonome. Cela contribue à une meilleure organisation de l'entreprise et favorise une meilleure qualité de vie pour tous. Enfin, nous avons examiné en détail la balance entre la vie pro et la vie perso. Nous avons souligné l'importance de définir clairement les frontières entre les deux, tout en abordant des aspects tels que les déplacements, le droit à la déconnexion et l'autonomie au travail. En effet, ces éléments sont cruciaux pour permettre à la main-d'œuvre moderne de mener une vie épanouie, à la fois sur le plan professionnel et personnel. En fin de compte, il est essentiel que les entreprises reconnaissent l'importance de cet équilibre et mettent en place des politiques et des pratiques qui le favorisent. Tout à fait. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons que cette discussion vous a été utile pour réfléchir à votre propre équilibre. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. À bientôt. Saviez-vous que pour créer votre job de rêve, un environnement de travail épanouissant est la clé ? Bienvenue dans la symphonie du travail où nous plongerons ensemble dans l'orchestration de votre environnement professionnel, découvrirons les mélodies de l'alignement des objectifs des salariés en fonction de ceux de l'entreprise, de la motivation des collaborateurs et des conditions de travail harmonieuses. Prêt ? Que la musique du travail commence. À travers cet épisode, nous vous dévoilerons les clés essentielles pour orchestrer un environnement de travail qui favorise l'épanouissement individuel et collectif. Nous pensons donc que l'alignement des objectifs et l'amélioration constante de la motivation des salariés, favoriser un cadre de travail inclusif et diversifié et de créer des rituels informels sont les clés les plus importantes pour créer un environnement de travail propice à l'épanouissement des collaborateurs. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour dynamiser les objectifs et renforcer la reconnaissance de vos collaborateurs. Il est en effet essentiel que les collaborateurs comprennent non seulement ce qu'on attend d'eux, mais aussi comment leur travail contribue aux objectifs plus larges de l'entreprise. Lorsque les objectifs sont flous ou mal compris, cela peut entraîner de la confusion, de la frustration et une baisse de motivation. Absolument. La communication est cruciale dans la définition des objectifs au travail. Il est essentiel d'inclure les collaborateurs dans ce processus pour qu'ils comprennent le contexte de l'entreprise et se sentent forcément engagés. Selon une étude de Gallup, seulement 7% des collaborateurs comprennent réellement leurs attentes, tandis que 44% ne peuvent même pas nommer un seul objectif stratégique de l'entreprise. Ce sont des statistiques assez édifiantes et folles, je trouve. Effectivement, wow. Et c'est pourquoi il est essentiel de revoir notre approche en matière de définition des objectifs. Je pense qu'en favorisant un dialogue ouvert où les collaborateurs peuvent contribuer à façonner les objectifs est crucial pour les rendre pertinents et motivants. Cela peut vraiment améliorer l'engagement et la satisfaction au travail, et cette approche bénéficie à la fois aux salariés et à l'entreprise en maintenant leur productivité. Passons maintenant à un aspect essentiel de l'épanouissement au travail qui découle des objectifs établis, la reconnaissance. Nous pensons qu'il est fondamental que les efforts et les réalisations des collaborateurs soient reconnus et célébrés quotidiennement. Il s'agit d'un élément essentiel pour motiver et engager les salariés.
Lorsqu'ils se sentent valorisés, ils s'investissent davantage et recherchent l'excellence, créant ainsi un cercle vertueux où la reconnaissance conduit à une meilleure performance de l'entreprise et vice-versa. Tout à fait. Et sais-tu que selon une étude de l'université de Warwick, une augmentation de la reconnaissance au travail entraîne une augmentation de la productivité pouvant aller jusqu'à 12%. Pour conclure, pour que les efforts de reconnaissance soient efficaces, une réflexion organisationnelle globale est essentielle. Il est crucial de dialoguer avec les collaborateurs pour comprendre leurs motivations et d'adapter les stratégies de reconnaissance pour soutenir les performances globales de l'entreprise. Trouver un environnement de travail où chacun trouve sa place, l'impact de l'inclusivité et de la diversité. Selon moi, il est important de créer cet environnement car il crée un sentiment d'appartenance et de respect mutuel parmi les collaborateurs. Et lorsque chacun se sent valorisé et accepté pour qui il est, cela favorise un climat de confiance et de collaboration au sein de l'équipe. Je suis totalement d'accord avec toi et je rajouterais même qu'un environnement inclusif stimule l'innovation et la créativité en accueillant une variété de perspectives, d'expériences et d'idées. J'ai pu même constater que les entreprises avec des équipes diversifiées sont plus susceptibles de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Ah oui, à ce sujet, j'ai interviewé Rose, qui est ambassadrice diversité et inclusion chez Saint-Gobain, et qui m'a partagé son retour d'expérience. Donc selon elle, il est capital de créer un environnement de travail inclusif et diversifié, car ça reflète tout d'abord l'image de l'entreprise, ça permet également d'ouvrir les portes à des personnes qui peuvent être géniales et d'apporter énormément au collectif de travail. Par ailleurs, elle me disait également qu'avec l'arrivée de la nouvelle génération et de nouvelles valeurs, le groupe a pris conscience de cela et commence à changer peu à peu ses pratiques. Ah mais trop bien, et je trouve que son témoignage est hyper pertinent. Selon Cynthia, manager des consultants RH chez ADP, ajoute que cela permet à tout le monde de se sentir accepté dans l'entreprise, d'avoir sa place et enfin de favoriser la complémentarité de chacun. D'ailleurs, ADP a mis en place des Business Resource Groups qui correspondent à des groupes bénévoles dirigés par des collaborateurs afin de garantir un lieu de travail diversifié et inclusif. C'est si important chez ADP que c'est inscrit dans leurs valeurs. Chaque personne compte. Oh mais super novateur, Saint-Gobain a subi un véritable changement depuis le Covid. En effet, plusieurs groupes de travail ont été constitués pour créer une feuille de route diversité et inclusion. Le groupe s'engage même à favoriser l'inclusion et à promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Et toi, est-ce que tu as pu voir des changements concernant toutes ces actions? Et est-ce que chez ADP, ils ont vu du changement? Oui, on a pu effectivement remarquer une évolution des mentalités et plus de tolérance. Cela aussi a eu un impact positif tant sur la sphère professionnelle que privée. Et chez Saint-Gobain, ça se passe comment ? Les changements ont été les mêmes, les locaux ont évolué et des espaces sont mis à disposition par exemple pour les femmes qui allaitent. Et il y a également des salles de repos où chacun est libre de faire ce qu'il souhaite durant son temps de repos. C'est super que les entreprises se transforment comme ça. Mais quelles sont les pistes d'action que tu conseilles, toi, aux professionnels qui nous écoutent, afin qu'ils puissent favoriser la diversité et l'inclusion dans leur organisation ? Je dirais de former et sensibiliser nos collaborateurs et nos managers sur la diversité et l'inclusion, de créer des groupes de parole pour lutter contre toute forme de discrimination, mais également contre les comportements inappropriés. Je rajouterais de déployer des fresques de la diversité, de nommer des ambassadeurs diversité et inclusion, mais également de mettre en place un calendrier d'action en interne. Favoriser la convivialité et des missions stimulantes, le défi de demain. Le défi de demain est de proposer des missions stimulantes et significatives, alignées sur une vision globale et adaptée aux attentes des collaborateurs. Nous sommes convaincus que l'autonomie, la créativité et l'utilisation de l'intelligence artificielle devraient être encouragées pour réduire les tâches à faible valeur ajoutée et rendre le travail plus significatif. Absolument. La cohérence entre les valeurs de l'entreprise et ses actions est essentielle. Favoriser un climat de confiance, de respect et de travail en équipe, tout en préservant la cohésion du groupe est crucial. La transparence dans les décisions et une communication constante contribueront à donner du sens au travail de chacun. Je pense que le sens au travail doit être donné par le manager, donc porté par l'entreprise. Partant de ce constat, le sens au travail serait alors une construction au croisement de l'individuel et du collectif. Mais sais-tu comment faire pour croiser les deux ? En faisant des entretiens et en proposant des missions et un management transversal, justement pour développer leurs compétences. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Le collaborateur se sentira reconnu.
Je pense aussi que pour que le travail soit significatif, il doit nous apporter satisfaction et permettre l'harmonie entre notre vie professionnelle et nos aspirations personnelles. Il est évident que nous recherchons tous un travail aligné avec nos passions, qui nous permettent d'utiliser nos compétences et qui stimulent notre développement. Je pense qu'en plus des missions stimulantes, nous croyons que les interactions informelles et la convivialité entre collègues sont essentielles pour créer un environnement de travail beaucoup plus agréable. Pour ce faire, nous pouvons par exemple fêter les anniversaires, célébrer la validation d'un contrat ou encore organiser des périodes d'intégration pour les nouvelles recrues. Et vous pouvez peut-être penser que c'est une perte de temps, mais saviez-vous qu'une étude a été menée par l'université de Stanford et a révélé que les moments informels jouent un rôle important dans la création d'un environnement de travail agréable ? Les chercheurs ont constaté que les interactions sociales non liées au travail contribuent à réduire le stress, à renforcer les relations entre collègues, à favoriser un sentiment d'appartenance, mais également à améliorer la satisfaction au travail. Voilà, en conclusion, les éléments qui nous paraissent indispensables afin de créer un bon environnement de travail sont des objectifs clairs, une bonne reconnaissance, un environnement de travail inclusif et la mise en place de rituels informels, qui sont donc des sources de satisfaction au travail. Nous sommes convaincus que ces éléments peuvent vraiment faire la différence. Nous avons aussi observé que le rôle du manager est essentiel pour instaurer un environnement de travail optimal. Mais comment peut-il soutenir et guider ses équipes ? D'après une étude menée par l'Institut Gallup, 93% des Français se sentent désengagés au travail. Nous savons que le management est un levier majeur, contribuant au bien-être au travail. Les entreprises et les RH en sont conscientes. Depuis les 5 dernières années, le monde du travail subit de nombreuses évolutions. Les politiques managériales évoluent. Mais le font-elles en accord avec les attentes des collaborateurs ? Ensemble, plongeons dans l'analyse approfondie des mesures qui façonnent l'environnement professionnel et influent sur la satisfaction des employés, dévoilant ainsi la clé de l'épanouissement au sein des organisations modernes. Bonne écoute. Quelles sont les responsabilités et les missions d'un manager ? L'un des rôles prépondérants d'un manager est de nous fédérer, nous en tant que collaborateurs, nous guider et surtout nous motiver. Plusieurs éléments lui permettront d'y arriver, comme identifier les différents besoins ou bien être capable d'émettre une vision claire des objectifs. C'est en communiquant avec clarté qu'il réussit à fédérer tout en coordonnant les activités de son équipe, tel un véritable maestro. Comme évoqué, le manager porte une certaine responsabilité non seulement dans les actions de ses équipes, mais aussi et surtout dans leurs performances. Il me semble donc intéressant d'évoquer l'importance de sa capacité à suivre et évaluer la performance des collaborateurs, et aussi de s'assurer de leur développement au travers de la formation. Nous voulons un manager qui définit les objectifs à réaliser, les tâches et missions à prioriser. Nous voulons qu'il nous implique et nous motive à nous engager pleinement dans notre travail en reconnaissant nos capacités et notre travail fourni. Il doit aussi pouvoir anticiper l'existence de problèmes afin de pouvoir trouver une solution concrète et s'adapter à la situation. La capacité d'un manager à résoudre des situations complexes impacte notre niveau de productivité et celle de nos équipes, et ce sans parler de l'impact que prendra le travail dans leur santé mentale. Il doit veiller à la synergie de l'équipe, accompagner et rassurer les collaborateurs s'ils présentent des résistances au changement, afin qu'ils se sentent au mieux à occuper leur poste et réduire leur stress. On se sentirait bien plus rassuré si notre manager nous exprime les raisons et surtout l'organisation d'un changement. Un manager sera sûrement confronté à différents types de problèmes d'ordre technique, organisationnel ou comportemental. Pour résoudre ces problèmes, il ne doit pas agir seul, mais impliquer tous les acteurs. D'où l'importance d'adapter son management en fonction des situations et créer une relation d'interdépendance entre le salarié et le manager. Dans cette perspective, examinons comment les managers et les salariés peuvent cultiver une relation d'interdépendance harmonieuse au sein de l'organisation. Comment les managers et les salariés peuvent-ils entretenir une relation d'interdépendance harmonieuse au sein de l'organisation ? La mission du manager est de favoriser la cohésion au sein de notre équipe et de créer un climat de confiance pour que nous puissions nous sentir libres de partager nos idées au manager. Qui a envie d'arriver au travail dans un environnement malsain ? Personne en effet. Évidemment que les collaborateurs évoluant dans un environnement de confiance
seront plus enclins à faire preuve de collaboration, d'entraide et s'appuyer mutuellement. De plus, impossible d'être véritablement investi dans une tâche dont nous ne comprenons pas les objectifs, les attendus et surtout les enjeux. Globalement, être explicite va permettre de mieux s'engager dans les missions. Eh bien, comment communiquer efficacement ? À travers le feedback, par exemple. Mais attention, le feedback n'est pas à sens unique. Faire des retours sur le travail accompli est un bon point, mais il ne faut pas en oublier les raisons. Identifier les points forts à encourager et identifier ensemble les axes d'amélioration dans le but d'améliorer la collaboration. La valorisation. Qui n'a jamais eu envie de recevoir des compliments de la part de son manager après un long projet ou une tâche particulièrement complexe menée à bien ? Nous connaissons les bénéfices d'une telle reconnaissance. Un renforcement de la motivation, du bien-être et de l'engagement. Certaines conséquences sont encore à mettre en lumière et représentent des leviers importants. Le renforcement du lien interpersonnel entre le manager et salarié, favorisant un environnement de travail harmonieux. Encourager les comportements positifs après tout, l'être humain a une merveilleuse tendance à reproduire ce qui est apprécié. Nous nous sentons en effet bien mieux dans un environnement où nous savons que nos efforts sont appréciés, plutôt que dans un environnement parfois stressant où ces derniers ne sont qu'à peine pris en compte. Intéressons-nous maintenant à ce que les jeunes attendent spécifiquement de leur manager dans un contexte professionnel. Mais qu'attendent les jeunes de leur manager ? Dans cette partie, nous explorons les attentes des jeunes envers leur manager. Dans un monde professionnel en constante évolution, les attentes des jeunes envers leur manager sont en mutation. En tant que jeunes aujourd'hui, nous recherchons bien plus qu'un simple superviseur. Nous aspirons à des leaders qui nous inspirent eux-mêmes, guident et soutiennent notre croissance professionnelle et personnelle. Alors qu'attendent réellement les jeunes de leur manager ? Premièrement, nous, jeunes salariés qui entrons dans le monde du travail, désirons que les managers soient des mentors, des guides dans nos parcours professionnels. Nous cherchons des leaders qui nous écoutent, comprennent nos objectifs et nous aident à les atteindre. Ces managers sont des facilitateurs de développement, prêts à investir dans la progression de nos équipes. Deuxièmement, nous valorisons la transparence et l'authenticité. Nous voulons des managers qui communiquent ouvertement, reconnaissent nos erreurs, comme les leurs, et agissent avec intégrité. La confiance est essentielle et elle se construit à travers une communication honnête et franche. Merci Lucas. On constate aussi qu'en majorité, nous sommes à la recherche de managers qui encouragent l'innovation et la créativité. Enfin bon, au vu des opportunités présentes, il nous semble normal de souhaiter pouvoir librement exprimer nos idées et explorer de nouvelles façons de travailler. Les managers qui favorisent un environnement où les idées sont valorisées et où la prise de risque est encouragée sont particulièrement appréciés. Enfin, nous avons besoin de managers qui reconnaissent, célèbrent nos réussites et qui nous challengent. Nous tenons à être reconnus et récompensés pour notre contribution. Un feedback constructif et des opportunités de progression sont également essentiels pour maintenir notre levier de motivation et d'engagement. En somme, nous, jeunes futurs diplômés, attendons de nos futurs managers bien plus que de simples compétences techniques. Nous recherchons des mentors, des communicants authentiques, des promoteurs de l'innovation et des champions de la reconnaissance. Tentez de répondre à ces attentes et vous serez surpris de voir que vos jeunes talents développent un sens de l'engagement plus fort. Après tout, nous sommes prêts à relever de nombreux défis professionnels, à condition que notre manager soit aussi impliqué que nous. En conclusion, un manager joue un rôle essentiel dans la réussite de son équipe. Pour fédérer efficacement les jeunes talents, il doit être un mentor, un communicateur transparent et un promoteur de l'innovation. En reconnaissant les succès, en offrant un feedback constructif et en favorisant un environnement de confiance, les managers peuvent inspirer leurs équipes à atteindre l'excellence. En investissant dans le développement de leurs collaborateurs et en adoptant une approche centrée sur leurs besoins, les managers créent des équipes performantes et motivées. C'est ainsi que naissent les équipes performantes et épanouies, prêtes à relever tous les défis qui se présentent à elles. Après avoir examiné les pratiques de management, intéressons-nous maintenant aux évolutions liées aux individus dans le monde du travail, notamment au travers de la formation professionnelle et son rôle dans l'adaptation aux nouvelles exigences des jeunes face à ce marché. Pas toujours facile d'imaginer une belle évolution professionnelle dans ce monde incertain. Alors,
Comment concevoir un parcours professionnel qui ne se limite pas à une carrière classique, un parcours qui devient un levier essentiel pour l'épanouissement tant professionnel que personnel des collaborateurs? Explorons ensemble 3 axes majeurs: le développement des compétences au-delà des formations conventionnelles, le lien inhérent entre le développement personnel et les compétences, et enfin, l'ouverture à l'international ou l'entrepreneuriat comme vecteur d'innovation et d'ouverture aux autres. Arrêtez de croire que le développement des compétences est juste une obligation. Mais alors, comment faire mieux avec l'existant? Aujourd'hui, il existe beaucoup de formations obligatoires de formats similaires, donc très peu stimulants. Il serait peut-être intéressant de développer des formations plus pédagogiques, interactives. Comme quoi, par exemple? En mettant en place, par exemple, des choses comme des jeux artistiques, de la réalité virtuelle, des mises en situation qui permettraient de mettre au centre le collaborateur et de lui faire réellement retenir l'essentiel de la formation. Effectivement, beaucoup sont simplement suivis pour le principe légal, mais oubliés dans la foulée. Aussi, il peut être bénéfique pour d'autres types de formations que celles qui sont obligatoires, de parfois favoriser des formations collectives afin d'intégrer les personnes dans un cercle participatif. Beaucoup de gens réagissent d'ailleurs mieux aux travaux de groupe qu'en autonomie. Et comment adapter ces formations? Alors c'est vrai que tous les collaborateurs ne se sentent pas inclus dans les entreprises, que ce soit dans leurs équipes respectives ou globalement même dans l'entreprise. Le sujet de la diversité est évidemment central. Si on reprend justement l'idée de la réalité virtuelle, on peut vraiment aller assez loin sur la sensibilisation de tous aux différents handicaps qui peuvent toucher même leurs propres collègues. Comme chacun le sait, seuls 1% sont visibles. Par ailleurs, on en parle beaucoup sans trop savoir quoi faire, mais développer les soft skills serait central aussi dans notre vision du job idéal. Que chacun puisse avoir accès à des outils pour mieux se connaître, se développer et évoluer avec les autres en harmonie. Cela reste malheureusement une utopie à ce jour. Et donc, à quoi avez-vous pensé pour aller dans ce sens aujourd'hui? On a pensé à des entretiens informels dans le cadre des recrutements permettant de mieux cerner la personne en dehors du cadre professionnel et pour les internes, peut-être du coaching personnalisé. Avez-vous de nouveaux sujets en tête et quels sujets ne sont pas encore abordés et devraient l'être? On pourrait intégrer le sujet de l'IA qui va sans doute devenir essentiel dans les métiers de demain. Cela pourra toujours aider les managers ou même les collaborateurs dans leurs tâches administratives comme complexes et ils pourront se focaliser sur l'animation, la gestion, la cohésion d'équipe. Aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il arrive que des managers ne suivent quasiment pas de formation ou n'aient pas le temps de s'y consacrer régulièrement. Et cela a tendance à vraiment décrédibiliser l'importance de celle-ci. Donc renforcer l'exemplarité des managers sur ces sujets de développement des compétences pourrait avoir un effet boule de neige très bénéfique pour l'implication des collaborateurs. Certes, le professionnel est évidemment essentiel à développer, mais nous pensons également que l'épanouissement personnel des salariés peut tout aussi bien permettre un meilleur engagement dans le travail. Aujourd'hui, on vous explique comment favoriser l'épanouissement personnel des salariés. Alors, comment intégrer le développement personnel dans un cadre professionnel? Bien, prenons l'exemple de la semaine de 4 jours. Actuellement, ce système suscite souvent la controverse et n'est pas toujours réalisable, nécessitant généralement une charge de travail de 35 heures répartie sur 4 jours. Or, nous voyons les choses autrement avec la possibilité d'un jour non travaillé par semaine, libre dans le choix, dédié à des activités sociales, associatives ou projets personnels, ou des activités en partenariat avec l'entreprise. Ce système permettrait l'augmentation de la productivité, un meilleur engagement des collaborateurs, une réduction de l'absentéisme, parce que vous le savez, le stress est un des principaux facteurs d'absentéisme au travail, et une marque employeur consolidée, ainsi qu'une meilleure polyvalence des salariés. Tout ceci représente une valeur ajoutée majeure pour l'entreprise, dans le sens où les salariés auraient l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, et particulièrement des soft skills, comme l'écoute, la patience ou toute autre compétence relationnelle tout à fait transférable dans le travail. Est-ce que vous pensez vraiment que les formations pourraient répondre aux besoins de développement personnel? Oui, bien sûr. Par exemple, pour rester sur le fil rouge de la première partie, on peut reprendre des sujets d'inclusion qui peuvent être déclinés en formations spécifiques. En effet, ces sujets sont largement liés au développement personnel car il s'agit surtout d'ouverture d'esprit et d'adaptation aux autres. Et il existe déjà une large proposition de formation sur les sujets de diversité. Le thème du handicap est régulièrement abordé. D'ailleurs, j'ai récemment pu participer à une sensibilisation sous la forme de réalité virtuelle sur les différents types de handicap. Et cela nous a donné l'envie d'approfondir ces sujets. Par exemple, dans le sens de la neurodiversité. En effet, bien qu'on entende partout le discours bien connu disant « il faut intégrer tout type de personnes, de personnalités et de profils diversifiés car cela fait la richesse de l'entreprise », la réalité est que nous sommes rarement conscients de tous les profils existants et encore moins préparés à les accepter et à collaborer tous ensemble. L'exemple des personnes atteintes de troubles autistiques est flagrant. Je suis sûre qu'autour de cette table, personne ne sait vraiment dire quels sont les besoins, même au quotidien de ces personnes, et quel comportement est adapté.
C'est un sujet essentiel qui nous paraît être traité avec trop de légèreté, et ces lacunes pourraient être comblées par des formations finalement assez simples. Cela développerait cette fois des compétences professionnelles transférables à la vie personnelle. Et donc aujourd'hui, quel lien faites-vous entre le développement personnel et la démarche RSE d'une entreprise ? Alors nous sommes convaincus qu'investir dans le développement personnel des salariés pourrait avoir des avantages significatifs pour la RSE et l'image de l'entreprise. Comme celle-ci reste mal connue aujourd'hui, il faudrait donner aux collaborateurs les moyens de comprendre et leur expliquer la RSE ainsi que ses enjeux. Concrètement, on pourrait envisager d'utiliser les jours de liberté précédemment proposés pour établir des partenariats et des collaborations avec divers organismes, tels que des ateliers et des associations auxquels les employés participent. Ça permettrait de travailler sur plusieurs aspects de la RSE. Dans cette optique, l'entreprise soutiendrait les projets de développement personnel des collaborateurs en fournissant un soutien financier aux organismes partenaires et en parrainant des initiatives qui leur tiennent à cœur. Par exemple, certains pourraient recevoir en entreprise et tutorer des étudiants en situation de handicap qu'ils accompagnent dans des associations. De cette manière, l'objectif ultime serait d'impliquer activement les collaborateurs dans l'amélioration et le maintien de l'image de l'entreprise à travers des engagements RSE importants, soutenus et accompagnés par la société. Donc s'épanouir dans son travail ne peut qu'avoir un impact grandissant sur l'intérêt que l'on porte aux autres. Ce nouvel intérêt, pourtant si bénéfique à tous, ne nous semble pas encore suffisamment encouragé. En effet, ne serait-il pas temps réellement de s'intéresser au développement de l'ouverture aux autres ? Comment élargir la notion de formation ? Pour l'accomplissement professionnel comme personnel, il est nécessaire de prendre en compte l'ouverture aux autres. C'est toujours enrichissant de partager ou de vivre de nouvelles expériences. Les formations, comme on les entend, même celles qui ne sont pas obligatoires, sont contrôlées dans le temps, dans l'espace et dans les connaissances. Tout est travaillé à l'avance, prévu, anticipé, ce qui permet une maîtrise de l'apport, mais en même temps le limite beaucoup. Ne trouvez-vous pas ? Sans doute. Mais que proposerez-vous alors ? Il existe d'autres procédés comme le mentorat permettant de transmettre les savoirs, créer du lien. L'objectif du mentorat, c'est généralement d'aider le mentoré à développer ses compétences, à atteindre ses objectifs pro ou perso et à bénéficier des conseils et de l'accompagnement du mentor. Il y a aussi des Vie ma vie qui permettent de renforcer la collaboration, l'empathie et la compréhension entre les différentes fonctions au sein de l'entreprise. Encore un autre procédé, ça peut être le programme Young Talent, où l'objectif est de repérer, former, promouvoir les jeunes salariés talentueux. Cela pourrait également passer par une ouverture à l'international, comme on l'a dit précédemment, avec les VIE par exemple, qui offrent à la fois expérience internationale, développement des compétences, réseau, perspectives de carrière et bien sûr découverte culturelle. Ces parcours permettent vraiment de découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de penser. Donc d'une part, cela apporte plus de connaissances sur le monde, et d'autre part, cela pousse à développer son adaptabilité et ainsi à mieux accueillir l'inconnu et la nouveauté. Donc voilà, dans le monde professionnel VUCA, qui conditionne notre travail et nos évolutions, finalement, on peut y voir une multitude d'opportunités. Donc, comment transformer ces parcours en réelle évolution ? L'évolution peut donc être permise par tous les process et parcours qu'on a pu évoquer jusque-là. Chaque apprentissage, qu'il soit formel ou non, est synonyme d'évolution, et cela repose aussi sur la relation managériale. Côté formation et évolution, il est évident que nous sommes portés par notre hiérarchie, qui est en général le premier inspirateur et surtout valideur de notre parcours professionnel. Pour être sûr du bon investissement et du soutien réel du manager, quel meilleur moyen finalement que des formations croisées manager-manager ? Rien ne fonctionne mieux que l'exemple et l'accompagnement. Mais pour réellement valoriser ces formations, il faut que le manager soit investi dans l'application des acquis par le collaborateur. Je m'explique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, à la suite d'une formation, à part des relances sans cesse de la part du service formation pour remplir l'évaluation à chaud, à tiède, à froid, la concrétisation de cette formation n'a pas plus de réalité que ça. Il nous paraît donc essentiel de transformer directement les acquis théoriques en missions applicables et surtout suivre la montée en compétences du collaborateur. Sans cela, la formation n'est pas justifiée et il n'y a pas de réelle valeur ajoutée. Par ailleurs, le manager représente aussi en général l'étape d'après en termes d'évolution, et par rapport à cela, nous voulons encore rajouter un principe qui nous tient à cœur. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Soyons plus attentifs aux volontés et tâchons de créer des positions en fonction des attentes des personnes. En résumé, l'engagement des collaborateurs est une affaire d'évolution, de développement professionnel comme personnel et d'ouverture aux autres. L'humain doit permettre de réguler tous ces processus en privilégiant le bien pensé plutôt que le bien pensé.
25. C'est le nombre de voix qui ont eu à cœur de vous partager leurs visions et leurs aspirations profondes. Pour nous, le fil rouge de notre travail nous a permis de confirmer que le job idéal est celui qui respecte nos valeurs. Alors que nous concluons notre podcast sur les attentes des jeunes générations face au monde du travail, il nous est impossible de ne pas évoquer un autre acteur clé qui façonne déjà l'avenir de l'emploi, l'intelligence artificielle. L'IA est et restera un outil qui nous permettra de gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. Une augmentation de la productivité, une amélioration de l'expérience des collaborateurs, l'IA a le potentiel de rendre le monde du travail plus efficace, équitable et innovant, tout en posant des défis qu'il faudra relever. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour le monde du travail. Quelles en seront donc les nouvelles normes? Et surtout, comment pouvons-nous nous assurer que cette évolution profite à tous et non à une minorité? What keeps the planet spinning?